des écrivains de droite, des écrivains de gauche. Nous avons même reçu des anarchistes comme Michel Ragon. Nous avons reçu des monarchistes comme le prince Michel de Grèce, comme Michel Déon, comme Jean Raspail. Nous avons reçu également des ministres, car nous ne reculons devant rien. Nous avons reçu un ministre en exercice autrefois, c'était Jean-François Copé quand il était ministre du Budget. Nous avons reçu Luc Ferry, Ségolène Royal, Alain Decaux, Jean-Louis Debré. Donc vous voyez, des ministres de droite et des ministres de gauche. Nous avons même reçu, en novembre 2011, un futur Premier ministre, en la personne d'Édouard Philippe, qui était venu avec Gilles Boyer. Ils avaient fait un livre, un roman, qui s'intitulait « Dans l'ombre », qui racontait les coulisses d'une élection présidentielle et qui d'ailleurs va passer à la télévision bientôt. Et à cette époque, Édouard Philippe et Gilles Boyer étaient les collaborateurs d'un ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et européennes, qui s'appelait Alain Juppé. Vous voyez, j'en ai le souffle coupé. Et Alain Juppé a lui aussi écrit des livres, et il vient nous présenter 2 livres ce soir, et c'est un événement parce que pour la première fois, nous recevons un ancien Premier ministre. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je vous demande d'accueillir Alain Juppé. Oui, on va bien nous voir, ne vous inquiétez pas. Alors, je vais mettre mon téléphone à côté parce que j'attends un appel de Matignon. Peut-être qu'on va nous appeler, on ne sait jamais. Moi, je me mets en mode avion. Mais on ne sait jamais, vous savez, le pire peut arriver. Ça doit vous rappeler des souvenirs, d'ailleurs, ça. La composition d'un gouvernement, vous en parlez dans votre livre, c'est un moment toujours de frénésie, un petit peu. Vous avez un micro ici. Oui, ça me rappelle quelques souvenirs, effectivement. Quand on constitue un gouvernement, on part toujours avec la même idée ou le même objectif, faire un gouvernement resserré. Et à la fin, c'est assez lâche. Je me souviens, ou large, je me souviens d'une discussion avec Jacques Chirac. Alain, c'est bien 25 ministres, mais enfin, il n'y a pas de représentants des agriculteurs dans votre gouvernement. Il n'y a personne de la Corrèze. Il manque un breton. Voilà. Et je me suis retrouvé avec 42 ministres. C'est classique. Dont une Nantaise qui était notre amie Elisabeth Hubert. Absolument. Mais là, vous évoquez un souvenir difficile. Oui, douloureux, les fameuses jupettes. Celui des jupettes. Ben, j'ai essayé de m'expliquer dans mon livre sur cet épisode. Quand j'ai constitué mon premier gouvernement, donc en mai 95, je voulais, sinon la parité, du moins un nombre important de femmes dans ce gouvernement. Or, il se trouve qu'en ce temps-là, les règles de parité n'avaient pas encore permis de faire émerger des personnalités féminines qui avaient du poids politique par elles-mêmes. Et donc j'ai été chercher des femmes dans la société civile. Certaines étaient totalement inconnues, elles étaient toutes de qualité, mais elles n'avaient pas beaucoup de représentation politique. Donc voilà, c'était mon premier gouvernement. Et puis en novembre, je fais un remaniement ministériel, en accord avec le président de la République, pour ouvrir le gouvernement à davantage de baladuriens. Parce qu'en mai, je n'en avais pas pris beaucoup. Voilà. On se demande pourquoi. Oui, vous avez tout deviné. Chirac n'était pas très enthousiaste. Oui. Et puis on s'est rendu compte qu'il fallait quand même élargir la majorité. Et donc il a fallu que je fasse entrer de nouveaux ministres et donc en faire sortir, sauf avoir un gouvernement de 60 membres. Oui. Et c'est tombé sur les femmes. Voilà, hélas. Et c'était injuste pour vous aussi, parce que ça n'a pas amélioré votre image auprès des femmes, alors que vous êtes très féministe. Oui, ça a effacé le fait que dans mon premier gouvernement, il y en avait beaucoup. Exactement, c'est ça. Mais depuis, je me suis réconcilié avec elle, y compris avec Elisabeth Hubert. Voilà. Alors, vous venez donc nous présenter votre livre de mémoire qui s'intitule « Une histoire française », qui est un titre qu'avait déjà utilisé François Nourrestier, donc vous êtes dans une continuité. Est-ce que ça a été facile pour vous? Parce que souvent, les gens qui publient leur mémoire trouvent que quelquefois c'est douloureux
et c'est difficile de se retourner vers son passé et d'être honnête avec l'homme qu'on a été successivement. Est-ce que ça a été facile pour vous qui êtes tellement pudique? D'abord, vous m'avez tout de suite embarqué sur 95 et la constitution de mon gouvernement. Je n'ai pas eu le temps de saluer les participants à cette réunion. Vous êtes ce soir très nombreux et je vous remercie de votre présence. Je voudrais remercier en particulier le maire de La Baule, qui est quelque part par là. Je ne le vois pas sous le feu de projecteur, Franck Louvrier, qui m'avait invité il y a 3 ans à venir ici. Et malheureusement, notre projet avait été contrarié par la Covid. Et donc, nous arrivons aujourd'hui à le mener à bien. Oui, c'est toujours difficile de retourner sur son passé, d'autant que contrairement à beaucoup de responsables politiques, beaucoup de diplomates, j'ai vu ça aussi lorsque j'étais au Quai d'Orsay, je ne prenais pas de notes quotidiennes. Il y a beaucoup de gens qui ont un petit carnet et qui notent tout. Moi, je n'avais pas pris de notes, donc il a fallu que je reconstitue un certain nombre de faits, d'événements, en faisant fonctionner ma mémoire, qui est parfois un petit peu défaillante. Heureusement, il y a les moteur de recherche. Donc là-dessus, vous tapez un nom, une date et vous trouvez tout de suite les renseignements que vous cherchez. Donc voilà, ça m'a beaucoup aidé, ça m'a pris du temps. J'ai mis près de 3 ans à écrire ce livre, mais en même temps, voilà, j'avais envie de revenir sur mon histoire. Il y a quelque chose de notable aussi, c'est que vous n'êtes jamais méchant. Vous ne tirez jamais... généralement, quand on écrit ses mémoires, il est conseillé, parce que ça plaît aux journalistes, de tirer sur son camp. Vous, jamais. L'homme avec qui vous êtes le plus dur, c'est vous-même. C'est vrai, ça fait le désespoir de mon éditeur dans un premier temps, parce qu'il me dit, pour vendre, il faut balancer les vacheries. Hein. Je suis en train de terminer un livre politique écrit par un journaliste de très grand talent, François-Olivier Gisbert, que vous connaissez. La tragédie que nous française, avons reçu l'année dernière. Ça s'appelle, c'est un ami, en tout cas quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'estime. Mais alors, il est d'une méchanceté effroyable à l'égard de tout le monde. Oh, oui. Aussi. Enfin, surtout de Fabius, de Balladur. Peut-être. Donc, vous voyez, moi, j'ai essayé de me distinguer. Comme je n'ai pas de rancœur, pas d'amertume, pas de compte à régler avec qui que ce soit, je n'ai pas éprouvé le besoin de donner des coups de griffe ou de me venger épistolairement de tel ou tel. Ce qu'on apprend aussi, c'est que vous n'étiez pas destiné à la politique quand vous étiez enfant, quand vous étiez jeune homme, quand vous avez fait vos études. Votre idée, c'était de servir l'État, c'était pas de faire de la politique. Vous êtes entré en politique par hasard. Enfin, un hasard bien qui s'appelle Chirac, mais... Hasard et nécessité, comme toujours. C'est vrai que je n'appartenais pas à une famille qui était une dynastie politique. Mon père avait fait de la résistance dans les corps francs-pommiès. Il était gaulliste, mais bon, il n'était pas militant dans un parti politique. Et moi-même, je ne me suis engagé que sur le tard. Quand j'étais étudiant, je ne militais pas à l'UNI ou à l'UNEF, peu importe, à tel ou tel syndicat. Et effectivement, je n'avais pas encore cette idée de m'engager dans la politique. Pour ma mère, l'objectif, c'était que je fasse des études de médecine. À Mont-de-Marsan, petite ville de province, dans les années 60. L'ascenseur social, c'était devenir médecin et, si possible, professeur de médecine au CHU de Bordeaux. Voilà, c'était le rêve de ma mère. J'ai hésité un instant, puis je raconte dans mon livre qu'un jour, j'ai visité une clinique, c'était en Angleterre, c'était un bloc opératoire d'orthopédie. Alors j'ai vu des marteaux, des scies, des vilebrequins, et ça m'a complètement vacciné sur la vocation chirurgicale. Donc j'ai changé de voie, et c'est un de mes professeurs qui m'a petit à petit orienté vers le service public, en me donnant un jour une brochure sur l'ENA, l'École nationale d'administration, qui était aussi séduisante que le journal officiel. Mais enfin bon, je me suis quand même plongé dedans. Et comme c'était un peu la culture autour de moi, le service public, le service de la collectivité, voilà, je me suis engagé dans cette voie. Bon, d'abord à Hippocagne et puis après à l'ENA. Oui, parce que pour votre malheur, vous étiez très intelligent, et vous l'êtes toujours, et vous réussissiez facilement. Donc vous avez réussi Je ne sais pas si je suis intelligent. Vous avez réussi les études les plus difficiles. Si vous le dites, c'est qu'il doit y avoir une part de vérité. Mais c'est vrai que j'étais bon élève, ça, je le reconnais. J'étais bon élève. J'ai eu
au lycée Victor Duruy. À l'époque, le lycée, c'était le primaire, le collège et le lycée. Tout était réuni dans le même établissement. Et j'ai eu le prix d'excellence tout au long de ma scolarité. Voilà, donc j'étais bon élève. Vous étiez le meilleur d'entre eux, déjà. Je ne sais pas. Mais en tout cas, ma mère estimait que si je n'avais pas de bonnes notes, c'est que je n'avais pas assez travaillé. Voilà, que j'avais les moyens de réussir et que donc c'était un temps où quand un lycéen avait une mauvaise note et qu'il s'en plaignait auprès de ses parents, les parents n'allaient pas engueuler les professeurs. Ça a changé depuis. Mais vous aimiez ça. Est-ce que vous aviez des idées politiques à l'époque? Est-ce que vous... Au lycée? Oui, au lycée, après, quand vous avez fait l'ENA, quand vous êtes entré à Normal. Oui, j'ai commencé à l'école normale à être sensibilisé par les questions politiques. D'abord en Hippocagne et en Cagne à Louis-le-Grand, et puis après à l'école normale. Et là, j'étais dans une école qui était totalement... comment dire, sous l'emprise d'un philosophe marxiste qui s'appelait Althusser. Oui, voilà. Alors tout le monde était marxiste dans cette école, ou presque, et il y avait quelques moutons noirs dont j'étais. C'était les normaliens qui allaient à la messe. Les talas. Et donc on les appelait les talas, ceux qui vont à la messe. Donc je m'étais rattaché à ce groupe qui avait pris quelques distances avec le marxisme dominant. Oui. Donc voilà. Mais enfin, c'était pas vraiment du militantisme politique, c'était plutôt de l'esprit de contradiction par rapport à l'idéologie dominante. C'était une... Ah oui. Mais c'était quand même votre pensée politique qui commençait à se dessiner à ce moment-là. Oui, sans doute, sans doute. Moi, mes auteurs de référence dès cette époque-là, c'était pas Marx, Engels, ni même Jaurès, c'était Montaigne, c'était Montesquieu, c'était Tocqueville, c'était Raymond Aron. Donc j'étais déjà dans cette fibre qu'on hésite aujourd'hui à appeler le libéralisme, et que j'appelle moi le libéralisme, parce que le libéralisme, c'est d'abord avant tout l'amour de la liberté dans mon esprit. Mais De Gaulle était au pouvoir à ce moment-là. De Gaulle était au Oui, pouvoir. De Gaulle était au pouvoir. Ça vous intéressait Est-ce que la figure de De Gaulle, bon, vous aviez 13 ans lorsqu'il est arrivé au pouvoir, donc bon, mais est-ce que ça vous intéressait? Est-ce que vous aviez l'impression qu'il y avait une épopée qui se dessinait devant vous? Oui, bien sûr. En 58, je découvre De Gaulle. Bon, j'étais lycéen, je ne sais plus, je devais être en 4e ou en 5e, donc on n'avait pas eu beaucoup d'histoire sur le gaullisme. Mon père était gaulliste, mais il était discret, il n'était pas véritablement militant. Et tout d'un coup, je vois surgir ce personnage dans les circonstances dramatiques que l'on connaît. Il se trouve qu'un peu plus tard, mon frère aîné était en Algérie, où il était jeune officier pendant la guerre d'Algérie. Donc voilà, on était dans la famille très, très intéressés par ce qui se passait. Et c'est comme ça que j'ai découvert le parcours et l'idéologie, non, c'est pas le mot, enfin disons la pensée du général de Gaulle. Oui. Et ça vous a intéressé Oui, pas, je suis devenu... Pas plus que ça. Je suis devenu... Si, ça m'a intéressé. Je suis devenu gaulliste petit à petit, bien sûr. Et aujourd'hui encore, si j'essaye de me définir sur l'échiquier politique, c'est au gaullisme que je me réfère d'abord. Ouais. En plus, j'étais aquitain, hein, Mont-de-Marsan, c'est les Landes, et le duc d'Aquitaine, c'était Jacques Chaban-Delmas, gaulliste historique, auquel j'ai succédé quelques années plus tard à la mairie. Donc voilà, assez vite, je me suis orienté dans cette voie-là, et j'ai fait, en 68, j'étais donc à l'école normale, j'ai terminé mes études, et... j'ai manifesté un jour dans la rue, je ne sais pas pourquoi. Je me suis laissé embarquer dans un cortège, mais très vite, j'ai lu un petit bouquin de Raymond Aron qui s'appelait, je ne sais plus, La Révolution impossible ou quelque chose comme ça, qui était très critique vis-à-vis du mouvement de mai 68, et je me suis assez vite distancié de ce mouvement. J'avais peu de sympathie pour le maoïsme et pour le trotskisme. Voilà, oui, ce qui était une singularité dans votre milieu à l'époque. Aujourd'hui, ça a changé, mais à l'époque, c'était quand même c'était bien vu. Oui, c'est ce que raconte notamment Gisbert dans son livre. Quel ambitieux étiez-vous à ce moment-là? Vous réhabilitez l'ambition dans votre livre. Quelle ambition aviez-vous quand vous étiez jeune homme? Moi, j'ai un peu l'esprit de contradiction et je constate qu'aujourd'hui, il y a des mots tabous, le mot ambition, le mot élite, c'est mal vu, alors j'essaie de les défendre. Il faut avoir de l'ambition dans la vie. Bien sûr. L'ambition, c'est quoi? C'est la volonté de se dépasser.
de faire un peu mieux que ce qu'on a fait hier et en essayant demain d'aller un petit peu plus loin. Et c'est ça qui fait avancer les choses un peu partout, hein. Aussi bien pour un chercheur que pour un sportif, que pour un artiste, que pour un homme politique. De même que la notion d'élite est aussi quelque chose dont il ne faut pas avoir peur. Les élites tirent vers le haut. Personne n'est choqué qu'il y ait des élites sportives. Voilà. Préparation des Jeux Olympiques, tout le monde est centré sur cela. Et c'est pareil en politique, à une condition, c'est que les élites ne s'auto-reproduisent pas et ne soient pas refermées sur elles-mêmes, ouais. Qu'on puisse y accéder, que l'ascenseur social fonctionne. Et je consacre dans mon livre un chapitre à ce que j'ai appelé la méritocratie républicaine. Si j'ai fait le parcours que j'ai fait, avec ses limites et ses réussites, c'est grâce à l'école de la République, hein, depuis le début, depuis le lycée Victor Duruy jusqu'à l'école normale et à l'école nationale d'administration. D'ailleurs, toutes les mesures que vous rapportez dans tout ce que vous avez essayé de faire, aussi bien sur le plan politique qu'également dans l'aide aux entreprises dont vous parlez de temps en temps, il y a toujours ce souci chez vous, dirait-on, d'aider les autres ou de leur donner leur chance. Ça, c'est frappant dans votre action. Bon, écoutez, je pense que c'est quand même le ressort fondamental de la politique. J'essaye de réhabiliter dans la conclusion de mon livre l'engagement politique. Les hommes politiques ont aujourd'hui une réputation absolument détestable. Quand vous regardez les sondages d'opinion, pour savoir de qui les Français ont une bonne opinion, les hommes politiques arrivent en dernier, après les prostituées et juste avant les journalistes, oui, quand même. C'est une petite consolation. Et je trouve que cette réputation détestable d'homme politique menteur, impuissant ou pourri est injuste. Il y a des hommes politiques qui ne sont pas honnêtes, bien sûr. Comme dans toutes les professions, il y a des boutons noirs. Et je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup plus en politique qu'ailleurs. Simplement, ils sont plus exposés aux médias. En revanche, le vrai ressort de l'engagement politique, c'est quand même le service du bien commun. Pourquoi est-ce que, quand on est jeune ou moins jeune, on décide d'embrasser cette carrière, entre guillemets, qui comporte des contraintes considérables dans la vie quotidienne, dans la réputation, etc. C'est parce qu'on croit qu'on peut être utile à la collectivité et aux autres. C'est ça le ressort profond, me semble-t-il, de l'engagement politique, et c'est la raison pour laquelle il me paraît noble et mérité d'être réhabilité. Dans toutes les fonctions que vous avez occupées, quand on lit vos livres, vous vibrez vraiment quand vous racontez votre expérience de maire de Bordeaux et votre expérience de Premier ministre. C'est deux tâches qui vous ont exalté. Dès que vous interrogez un homme politique, n'est-ce pas Franck? On en parlait tout à l'heure, et que vous lui demandez quelle est la responsabilité qui lui a apporté le plus de satisfaction, c'est toujours la même réponse, c'est celle d'élu local. Oui. Et j'avoue que moi j'ai été formidablement heureux, d'abord pendant 12 ans comme élu du 18e arrondissement de Paris, puisque j'ai gagné en 1900, alors j'ai un problème avec les dates, moi, 83 à l'élection municipale à Paris, dans le 18e arrondissement, où je me présentais contre une liste dont les 4 premiers s'appelaient Lionel Jospin, Claude Estier, Daniel Vaillant, Delanoë et Vaillant. Donc vous voyez, c'était un défi. Oui. Et donc j'ai été élu dans cet arrondissement. Qui était un arrondissement populaire, vous qu'on dit arrogant, froid, pet sec, les gens du 18e vous ont adoré et constamment réélu. Écoutez, j'étais candidat à des élections une bonne vingtaine de fois. J'en ai perdu 2 tout à fait au début de ma carrière dans les Landes. Nul n'est prophète en son pays, c'est bien connu. Et une autre à Bordeaux, dans des circonstances un peu particulières. Et toutes les autres, je les ai gagnées. Alors j'en tire la conclusion que je ne suis pas aussi infréquentable, on veut bien le dire, et aussi insupportable que certains médias m'ont décrit. Non, moi j'aime bien les gens, et j'étais très heureux dans cet arrondissement. Vous avez raison de dire que c'est un arrondissement populaire. Quand vous dites 18e arrondissement, on pense à la place du Tertre, et c'est vrai que j'avais comme administré Anouk Aimé, Michel Morgan, Jean-Pierre Cassel, beaucoup d'autres. Michou, c'était pas sur la butte, c'était un peu en dessous, avec son cabinet, son cabaret. Mais aussi, le 18e, c'était les grands immeubles HLM des boulevards, B, et la Goutte d'Or. Oui, une cinquantaine de nationalités différentes, au cœur du quartier, le marché aux voleurs.
ou d'aller racheter le lendemain ce qu'on vous avait volé la veille. Donc voilà, je me suis occupé de ce quartier et c'était absolument passionnant. Voilà, donc première expérience d'élu local, celle-là. Et puis en 95, je bascule sur Bordeaux et j'ai été maire de Bordeaux pendant 24 ans, avec une petite interruption d'une année. Et là aussi, ça m'a apporté une satisfaction formidable. Pourquoi est-ce qu'on aime ces mandats locaux? Je crois qu'il y a deux raisons. D'abord, c'est que, contrairement à ce qui se passe quand vous êtes ministre ou plus que ministre, c'est que vous êtes proche des gens. Vous n'êtes pas dans une bulle. Si vous n'êtes pas au contact quotidien de votre population, si vous n'écoutez pas vos concitoyens quand ils rouspètent tout le temps en général, mais bon, c'est très bien, on est là pour ça, pour les écouter, eh bien vous ne réussissez pas. Donc c'est ce contact humain qui me paraît très important dans la fonction de maire. Et puis la deuxième chose qui fait que ces mandats sont formidables, c'est que quand vous lancez un projet, comme vous avez en général la durée, moi j'ai eu 24 ans, mon prédécesseur Jacques Chamodelmas a eu 48 ans. Vous voyez le résultat de ce que vous avez engagé. Vous voulez construire un pont, vous inaugurez le pont. Vous voulez construire la Cité du Vin, vous inaugurez la Cité du Vin. Vous voulez construire une école, une crèche, etc. Vous voulez refaire les quais de Bordeaux, vous en voyez le résultat. Et c'est ça qui est extrêmement gratifiant. Alors que quand vous êtes ministre, d'abord votre espérance de vie est brève. Enfin, on va voir demain ce qui se passe. Le téléphone ne sonne pas pour le moment. Certains sont inquiets sans doute ce soir et passent une très mauvaise soirée. Et donc souvent, vous ne voyez pas le résultat de ce que vous avez entrepris parce que vous n'avez pas le temps. Vous avez fêté il y a un mois les 20 ans du tramway de Bordeaux, par exemple. Ça c'est une fierté pour vous. Oui, c'est une fierté. Il a été inauguré en décembre 2003. C'est un fiasco d'ailleurs. Par le président de la République de l'époque, qui s'appelait Jacques Chirac. On avait pris un risque considérable dans ce nouveau tramway de Bordeaux, c'est que dans le centre historique, je n'avais pas voulu mettre de caténaire. Vous savez, cette espèce de portique assez disgracieux. Et donc on alimentait le tramway par un rail au sol central qui amenait l'électricité. Et c'était donc une technologie tout à fait nouvelle et qui nous avait demandé toutes sortes de procédures de sécurité sur lesquelles je ne reviens pas. Ça fonctionnait depuis quelque temps, on faisait des essais à blanc, donc j'invite le président de la République à venir inaugurer le tramway de Bordeaux. Il me dit oui. Le matin, on me téléphone à 7 heures, monsieur le maire, tout est en panne, le réseau est complètement bloqué, on ne sait pas pourquoi, mais ça ne marche pas. Qu'est-ce que je fais? J'ai laissé venir Chirac et on l'a amené en voiture dans une rame de tramway à l'arrêt. C'est comme ça qu'il a inauguré. Cela dit, le peuple de Bordeaux était dans la rue avec un enthousiasme formidable parce qu'il attendait cette réalisation qui depuis fonctionne parfaitement bien. Je vous invite à venir à Bordeaux, vous sortez de la gare, vous avez juste sur le parvis de la gare le tramway qui vous amène en centre-ville en un quart d'heure, c'est formidable. En revanche, il y a un pont qui se laisse désirer, non? J'ai lancé deux idées de pont. Oui. Bordeaux n'avait pas de pont pendant 2000 ans, pratiquement. Le premier pont, c'est Napoléon, 1823 ou 24. Il était mort déjà d'ailleurs. Quand il a été inauguré, c'est le pont de Pierre. Ensuite, il y a eu 3 nouveaux ponts à la fin du XXe siècle, sous l'impulsion de Chaban. Et bon, j'ai lancé 2 projets de nouveaux ponts pour boucler les boulevards de la rive droite et de la rive gauche. Il y en a un qui a été inauguré en 2013 par François Hollande. C'est le pont avec une travée levante pour laisser passer les paquebots de croisière jusqu'au cœur de la ville. Et le deuxième, qui était plus en amont, a eu quelques ennuis sur lesquels je ne reviens pas, administratifs et techniques, et il sera inauguré l'année prochaine. Ah, quand même. Ça vous fait plaisir. Mais enfin, depuis le temps que vous l'attendez. J'espère que je serai invité. Oui, parce par mes successeurs. D'ailleurs, quel rapport avez-vous avec vos divers successeurs? Est-ce que vous intervenez? Est-ce que vous donnez votre avis? Est-ce que vous les laissez tranquilles? Moi, j'avais décidé de ne pas me représenter aux élections municipales de 2020 pour 2 raisons. C'est parce que j'allais fêter mon 75e anniversaire, et donc je pensais qu'il y a un temps pour tout. Bon, c'était l'âge de Gaulle, 75 ans, 65. Oui, enfin, voilà. Bon, ça c'était la première raison. Et deuxièmement, c'est que je ne voulais pas faire le mandat de trop. Chaban a été maire 48 ans, et son dernier mandat, il était fatigué, malade, et la ville avait considérablement périclité. Donc je m'étais dit, voilà, moi j'ai fait mon programme, j'ai atteint mes objectifs, et donc je passe la main à mes successeurs. Ça s'est passé 1 an plus tôt que prévu, puisque
en 2019, un an avant les élections municipales. Il se trouve que le président de l'Assemblée nationale, que je ne connaissais pas d'ailleurs, sinon comme personnage public, m'a proposé de me nommer au Conseil constitutionnel. C'est Richard Ferrand. Et Richard Ferrand, et j'ai estimé que ce n'était pas déshonorant et qu'il y a un moment où il fallait passer de l'action à la réflexion. Mon directeur de cabinet, quand je lui ai annoncé que je quittais Bordeaux pour aller au Conseil constitutionnel, a eu cette expression que j'ai trouvée un peu ironique. Enfin sage. Voilà. Ça, c'est Gilles Boyer, non? Non, c'était pas lui. C'était pas Gilles Boyer, parce que ce serait bien son genre d'humour. Oui. Mais avant de faire de la politique, vous avez travaillé à la mairie de Paris, à la demande de Jacques Chirac. Là, vous étiez un techno parmi les politiques. Oui, au tout début. Oui, au tout début. Je rencontre moi Jacques Chirac en 1976. Vous m'avez demandé comment je suis arrivé à la politique. J'avais commencé une carrière de haut fonctionnaire. Après l'ENA, j'étais entré à l'inspection générale des finances. J'avais fait mes 4 années de tournée. La tournée, ça consiste à aller vérifier tous les services extérieurs de l'État. J'ai commencé par des perceptions dans le Cantal, à Saint-Flour, les trésoreries générales à Aurillac, la douane à Marseille ou à Dunkerque. Vous racontez ça dans votre livre, c'est donc j'ai tourné pendant 4 ans, et puis au bout de ces 4 ans, je me préparais à entrer dans une grande direction du ministère des Finances, qui était la direction du budget. Et c'est là que le hasard a joué, par une série de relations dont je parle dans mes livres. Un beau matin, je suis convoqué par le directeur de cabinet du Premier ministre. Le Premier ministre était Jacques Chirac, son directeur de cabinet était Jérôme Bonneau, et il me dit: est-ce que ça vous intéresserait de venir au cabinet du Premier ministre? Par coquetterie, je lui ai demandé un délai de réflexion. Quand on est jeune haut fonctionnaire et qu'on vous propose d'entrer au cabinet du Premier ministre, en général, vous n'hésitez pas. Donc j'ai rapidement répondu oui, et je me suis retrouvé donc au cabinet de Jacques Chirac en 1976, ce qui prouve que j'avais encore un certain déficit d'intuition politique, parce que ça a duré 3 mois. Chirac ayant démissionné en juillet. Voilà. Oui, c'est ça. Pendant vos vacances, en plus. Pendant mes vacances, j'étais parti en vacances à Osgore et j'apprends à la radio qu'il n'y a plus de Premier ministre. Voilà. Et donc plus de cabinet. Et plus de vacances. J'ai été au chômage, mais je me suis récupéré en entrant au cabinet de Robert Gallet. Voilà, je raconte ça. Après, Chirac m'avait dit: mais c'est bien de venir au cabinet du Premier ministre, mais si vous voulez faire de la politique, il faut aller au contact. Il faut vous présenter, il faut être candidat quelque part, il faut demander l'option du suffrage. Et donc je me présente dans les Landes, dans ma patrie, dans mon terroir, dans la Haute-Lande, qui est un magnifique paysage de pins rectilignes, avec des lignes droites de 20 km, une densité d'habitants au kilomètre carré de 1 par kilomètre carré. Donc j'arrivais au bout de ces lignes rectilignes dans des villages et je tenais des réunions publiques. Et alors j'étais avec mon suppléant et dans la réunion publique, il y avait 5 Landais, le béret sur le crâne, et je disais à mon suppléant: on a fait un bide. Il disait: mais pas du tout, c'est la moitié du corps électoral, me disait-il. Voilà. Donc j'ai fait cette expérience passionnante. J'ai pas été élu parce que vous avez eu un traître. On vous a trahi. Non, c'est après ça. C'est après, c'est la deuxième. L'élection suivante, enfin peu importe. Voilà, donc j'ai fait cette première expérience et après, comme ça n'a pas marché, Jacques Chirac me dit: bon, venez à Paris, je vous accueille dans mon cabinet. Et là, je suis rentré au cabinet du maire de Paris avec 2 dossiers. Pardon, je vous tourne le dos, mais comme je regarde Stéphane, 2 dossiers dont m'avait chargé Chirac, ce qui prouve qu'il y a une certaine continuité dans la vie politique. Le premier, c'était la fusion de 2 clubs de football, le PFC et le PSG, pour en faire un seul à Paris. J'ai lamentablement échoué. Mont-de-Marsan, c'était le rugby, c'était pas le football. Je n'y connaissais rien. J'avais face à moi des personnages un peu curieux, M. Borelli et M. Zeppelini, donc voilà, ça n'a pas marché. Et le second dossier que m'avait confié Chirac, c'est là que je parle de continuité, c'était l'amélioration de la propreté de Paris. Et là, on a marqué des points, on a fait un grand plan. C'est là que Jean-Claude Decaux a inventé les chiraquettes. Vous vous souvenez ce que c'était, les chiraquettes? C'était les motocrottes qui ramassaient les crottes de chiens sur les trottoirs de Paris. Ça a eu un succès formidable et voilà, c'est comme ça qu'on a amélioré la propreté de Paris. Je ne ferai pas de commentaires sur la situation actuelle, mais ça serait pas mal de les réactiver. C'est un dossier que vous pouvez ressortir. Votre éditeur peut-être... J'ai une forme d'expérience. Voilà, exactement. Vous avez une expérience à faire valoir. Mais alors, ce qui est frappant aussi dans le récit que vous faites de votre vie, de votre action, c'est que vous avez des idées
toutes les minutes, vous réunissez des gens, vous établissez des programmes, vous avez vraiment une fringale, je dirais, d'action et de réflexion dans ces moments. Pourquoi est-ce que j'ai aimé la politique? Parce que pour moi, la politique, c'est l'agir, c'est l'action. Hein, alors, si on veut, j'aurais pu faire quelque chose de tout à fait différent à la sortie de l'école normale, quand j'ai passé ma agrégation de lettres classiques. J'ai un peu hésité, c'était avant que je m'engage en politique, et je me souviens à l'époque, il y avait un poste à l'école française d'Athènes. Et donc, je me voyais bien archéologue. Ben oui. Oui, parce que vous êtes agrégé de lettres classiques. Oui. Oui. Merci de le rappeler, très bien. Mais non, mais c'est... Voilà, donc j'aurais pu prendre une carrière universitaire. Je sais pas, il y a un moment où je me suis dit, moi j'ai envie d'agir, j'ai envie de faire des choses, pas uniquement d'étudier. J'ai beaucoup de respect pour les universitaires et les chercheurs. On en a éminemment besoin dans une société, mais enfin j'avais envie, moi, de faire autre chose et d'agir. Et c'est ça qui m'a motivé dans toutes mes fonctions, faire des choses, faire bouger les choses, non pas changer la vie, parce que ça c'est une ambition sans doute un peu délirante, mais changer les choses, améliorer la vie dans le 18e arrondissement, améliorer la sécurité dans ce quartier, à Bordeaux, relancer l'attractivité de la ville, en faire une des villes touristiques les plus fréquentées de France, etc. Voilà, chaque fois c'est ça qui m'a fait bouger. Oui. Alors, mesdames et messieurs, dans quelques instants, vous allez pouvoir poser des questions à M. Juppé. Donc, réfléchissez-y. On va vous lèverez la main, on vous passera un micro. Mais maintenant, c'est moi qui pose des questions pour le moment, plus pour longtemps, rassurez-vous. Il est déjà 10h30, vous savez, le temps passe très vite avec nous, il est 6h30. On a encore un peu de temps, bien entendu. Nous avons tout notre temps. Moi, j'ai toute la soirée. Hein. Voilà. Bon. Mais ce qui frappe aussi dans votre livre, c'est vous racontez que vous aimez beaucoup les campagnes électorales, vous aimez l'ambiance, vous aimez vous faire applaudir, vous avez des dérapages verbaux assez chauds, que ce soit à Bordeaux ou à Paris. Vous dites, il m'est arrivé d'avoir le sang chaud à Bordeaux comme à Paris. Au volant aussi, ma famille me dit que je ne suis pas zen. C'est dans votre livre. Je ne sais pas si je peux me livrer complètement devant cet auditoire, mais la dernière fois que je suis allé à Osgore, au volant de ma voiture, ma femme a comptabilisé le nombre de fois où j'ai traité d'autres automobilistes de connards. Voilà. Et c'est vrai qu'au volant, je change un peu de tempérament. Ça m'est même arrivé en politique une fois, parce qu'au début, à Bordeaux, les séances du conseil municipal, c'était chaud. J'avais des adversaires vraiment coriaces qui ne me ménageaient pas. Et un jour, j'ai traité l'un d'entre eux, député socialiste, de connard. Il m'a poursuivi en justice pour diffamation. Et le juge l'a débouté en disant « ce n'est pas une diffamation, c'est une injure publique ». Donc voilà, le grief a été mal formulé, ce qui m'a permis à la séance suivante du conseil municipal de dire à l'intéressé « vous voyez que ça n'était pas une diffamation ». Et donc j'avais raison. Voilà, voilà, c'est parfois un peu le sang chaud. Je suis réputé froid et insensible, comme les pins des Landes, qui sont secs et droits. Mais j'ai aussi, et j'ai essayé de le traduire dans ce livre, ma sensibilité. Et bon, ça montre aussi votre enthousiasme et votre allant, on va dire, et votre énergie. Oui, moi je cultive une valeur qui a de moins en moins cours aujourd'hui, qui est l'optimisme et l'espérance. Quand vous écoutez les commentaires matin, midi et soir un petit peu partout, c'est une catastrophe absolue. La France est au fond du trou, en point d'éclat, elle s'affaisse, elle sort de l'histoire. Loin de moi l'idée de nier nos difficultés. Mais bon, soyons un peu réalistes. D'abord, la première chose que je combats, c'est cette idée qui circule, c'était mieux avant. C'était mieux avant. Et quand je vois des jeunes, je leur dis, ne croyez pas ceux qui vous disent que c'était mieux avant. Le XXe siècle, que vous avez tous connu, que moi j'ai connu pour plus de sa moitié, c'était un siècle formidable. 2 guerres mondiales, la grippe espagnole qui a fait beaucoup plus de morts que la Covid, le stalinisme, le goulag, les purges, le nazisme, la Shoah, enfin j'arrête, je pourrais continuer, la guerre froide, Hiroshima, c'était un siècle formidable. Et en France, 14-18, qui a décimé la population masculine de notre pays. Regardez les monuments aux morts dans chacun de nos villages et de nos villes.
1940, 18 juin, l'effondrement de la France, la débâcle, on est au fond du trou. 1958, on était incapable de régler le problème algérien. Là aussi, la France a connu d'énormes difficultés au siècle passé. Alors, le siècle qui vient, c'est pas tout simple. C'est vrai que nous avons à relever des défis formidables, le défi environnemental, le défi migratoire, le défi numérique, qui est ambivalent, parce que le numérique nous apporte des progrès extraordinaires. J'ai parlé tout à l'heure des moteurs de recherche ou des progrès de la télémédecine, etc. Mais aussi des dangers terribles. C'est un poison, avec les mensonges, le complotisme qui circule sur les réseaux sociaux. On peut vous faire dire maintenant n'importe quoi sur un réseau social. On peut vous présenter Monsieur Stéphane Hoffmann avec votre visage et votre voix, et vous dites des choses que vous n'avez jamais dites. Donc il va falloir qu'on reprenne la main sur tout ça et qu'on mette l'intelligence artificielle au service de l'intelligence humaine. Donc voilà, je ne sous-estime pas les défis qui sont les nôtres, mais on va y arriver. On a le choix entre deux attitudes possibles. Baisser les bras, renoncer, voilà. Il y a des tas de gens qui sont sur cette voie-là, c'est foutu, etc. Ou bien se battre et agir et réagir. Agir une fois encore. Et moi, je suis de ceux qui agissent, ou qui veulent agir, ou qui incitent les autres à agir, puisque maintenant, moi, je suis un peu rangé des voitures. Enfin, on agit au Conseil constitutionnel aussi. Enfin. Oui. Ah ben là, vous avez des dossiers importants à gérer, mais nous ne pouvons rien dire. Joker, je n'en parlerai pas, puisque je suis astreint à un devoir de réserve sur ces sujets. Est-ce qu'on peut parler un peu de Jacques Chirac ? C'est quand même auquel vous avez consacré un livre, Mon Chirac, il y a quelques années, et dont vous parlez beaucoup évidemment dans vos mémoires. C'est un homme qui a compté énormément pour vous. Est-ce que son exemple vous fait encore agir ? Est-ce qu'il est toujours présent en vous, Chirac ? Oui, pour moi, il a beaucoup compté parce que je lui dois à peu près toute ma carrière politique. C'est lui qui me donne ma première chance en 1976, qui en 1986 me fait entrer au gouvernement, qui ensuite me nomme secrétaire général du RPR et ainsi de suite, puis en 1995, surtout Premier ministre. Je crois que je lui ai apporté aussi un certain nombre de choses. Et notre relation, que je qualifie dans le livre Mon Chirac d'une amitié singulière, est assez exceptionnelle, c'est vrai. Regardez les couples président-premier ministre. Ça a toujours été l'amour fou. De Gaulle-Pompidou, ça s'est mal terminé. Pompidou-Chaban, pas terrible. Ensuite, Mitterrand-Rocard, affreux. Puis j'en oublie. J'en oublie. Eh bien, Chirac et moi, il n'y a jamais eu l'ombre, d'une trahison ou d'une perte de confiance. On a cultivé tout au long de ces années, ça a duré longtemps, un climat de confiance. Même en 95-97, quand j'étais confronté à des épisodes difficiles de la vie politique et de la vie gouvernementale, j'ai toujours eu avec Chirac une relation de confiance réciproque. Alors justement, dans un livre à paraître bientôt, Patrice Duhamel raconte les couples président de la République, Premier ministre de la Ve République. Le livre s'intitule Le chat et le renard. Et Patrice Duhamel sera notre invité début mars. Et dans le chapitre qui vous est consacré, qui est intitulé Les deux amis, Patrice Duhamel écrit de Jacques Chirac et de vous: ces deux-là se comprenaient avant même de se parler. Ils étaient complémentaires et complices. Je crois que c'est une assez bonne analyse de la situation. Je n'étais pas dans le cercle des intimes de Jacques Chirac, dans son cercle familial. Il y avait entre nous une certaine distance. On s'est toujours vous voyez, vous soyez, je ne sais plus comment on dit, pour une raison très simple, c'est que quand je l'ai connu, il était Premier ministre et moi j'étais jeune haut fonctionnaire à son cabinet. Donc il était normal que je vous voie le Premier ministre. Donc on a gardé cette distance, mais ça n'empêchait pas cette espèce de relation très, très particulière, parce qu'on avait une communauté de vues sur bien des sujets. Et Chirac était une personnalité très, très complexe, je le dis dans mon livre. Il mettait un point d'honneur à faire croire qu'il n'était pas cultivé. Oui. Alors, il n'aimait pas la musique classique. Ça, c'est vrai. Je l'ai vu s'endormir à l'opéra au son des trompettes d'Aïda. Quand même, j'étais à côté de lui, il s'est endormi. En revanche, il avait une culture extraordinaire que peu
d'hommes politiques ou d'érudits tout simplement dans notre pays ont. Il connaissait admirablement toutes les civilisations asiatiques, le Japon, la Chine, les civilisations de l'Asie centrale. Il était fasciné par l'épopée de Gengis Khan, mais aussi l'Afrique. Hein. Quand il inaugurait les expositions dans son musée du Quai Branly, où on montrait des masques africains, il était capable de vous dire ce masque qui vient de telle région d'Afrique, à telle période et à telle époque. Et également les civilisations précolombiennes en Amérique du Sud. Donc c'était un homme d'une vaste culture et qui avait une forme de timidité là-dessus, ou de discrétion, ou de pudeur, et qui ne l'étalait pas, comme certains le font malheureusement, sans la même discrétion. Et c'est peut-être ça qui nous rapprochait aussi. Dans votre livre, Montchirac, vous vous adressez directement à lui. Vous lui dites tout ce que vous n'avez pas pu lui dire de son vivant. Oui, j'ai eu le privilège d'aller le voir quelques heures avant sa mort. Je lui avais rendu visite à plusieurs reprises. Il était diminué, il était déjà un peu parti, il faut bien le dire, mais je suis resté là une demi-heure à ses côtés. Claude Chirac m'avait invité à aller à son chevet. Et voilà, et c'est vrai que là j'ai eu envie de lui parler parce qu'on se connaissait très bien, on a vécu des moments nombreux pendant de nombreuses années et parfois de nombreuses décennies. Mais bon, on n'était pas porté à la confidence mutuelle, donc on ne se parlait peut-être pas de façon intime autant qu'on aurait dû l'être. Et je me suis rendu compte au dernier moment que voilà, j'ai eu le même sentiment, pardon d'évoquer cet épisode très personnel, mais au chevet de mon père aussi. Mais Hubert Védrine, que nous avons reçu ici l'année dernière, qui a été le ministre des Affaires étrangères de Jacques Chirac en période de cohabitation, disait que c'était un homme qui avait beaucoup compté pour lui, et il avait tenu à se faire photographier aux côtés de Jacques Chirac. Vous verrez dans le hall, en bas, il y a une photo de Jacques Chirac. Hubert Védrine a tenu à se faire photographier auprès de Jacques Chirac, un homme qui a beaucoup compté pour lui. Vous voyez, donc c'était. Vous parliez de Hubert Védrine. Oui, que je connais bien, qui est et vous aussi, vous avez été ministre des Affaires étrangères. Excellent ministre des Affaires étrangères, qui lui a eu la durée, il y est resté 5 ans, et en période de cohabitation. Comme vous, c'était pas très facile. Oui. Comme moi, aussi, moi je cohabitais pas avec Chirac, mais avec Mitterrand, c'était différent. Ça a mal commencé, parce que quand j'ai rendu ma première visite, après avoir été nommé ministre des Affaires étrangères dans le gouvernement d'Édouard Balladur en 1995, Mitterrand me dit « Je n'étais pas favorable à votre nomination parce que je vous ai toujours trouvé très sectaire. » Ça commençait bien. Et alors je lui dis « Mais j'étais chef de parti, vous l'avez été aussi, vous savez que ça ne pousse pas à la subtilité dans l'expression. » Il avait rigolé. Et après, c'est vrai qu'on a eu une relation positive et constructive. On a bien travaillé ensemble. Oui. Alors peut-être allons-nous passer aux questions, mesdames et messieurs, si vous en avez. Oui. Alors attendez, on va vous apporter un micro. Levez la main, s'il vous plaît, que Annie... Voilà, Annie vous tend le micro. Bonsoir. J'aurais aimé savoir quel était votre regard sur la guerre en Ukraine aujourd'hui. Il y a quelques mois, nous en discutions avec un groupe d'amis dans lequel il y avait d'ailleurs Hubert Védrine, et on avait esquissé 3 scénarios. Premier scénario, le succès de l'opération spéciale de Poutine. On s'est vite rendu compte que c'était un échec total. Bon. Deuxième scénario, le succès de la contre-offensive ukrainienne. Force est de constater qu'elle n'a pas réussi dans les dernières. Et notre troisième scénario, c'était la guerre d'usure. Et on y est. Qui va durer, et c'est ce qui m'inquiète le plus. Parce que c'est l'usure des combattants qui mène une véritable guerre de tranchées aujourd'hui sur le front, le long du Donbass en particulier, et qui s'épuise. Parce que la ressource humaine du côté ukrainien est beaucoup moins importante que la ressource humaine du côté russe, bien sûr. Mais usure aussi et lassitude des opinions publiques, chez nous. Regardez dans les préoccupations dominantes des Français aujourd'hui dans tous les sondages. L'Ukraine arrive en dernier lieu. Bon, pour nous, ce n'est plus un sujet de préoccupation. Même usure aux États-Unis aussi. Et donc le risque, c'est
que nous nous lassions de cette guerre et que nous lâchions tout simplement ceux qui l'amènent, c'est-à-dire les autorités ukrainiennes avec à leur tête le président Zelensky. Et pour moi, lâcher l'Ukraine, c'est se résigner au succès de Poutine. Et j'y vois là alors, sans sortir de mon devoir de réserve, une vraie catastrophe. Parce que ce n'est pas simplement une question territoriale, la Crimée ou le Donbass. Poutine s'est engagé dans un véritable combat idéologique contre l'Occident. Il mène campagne contre ceux que nous représentons, contre nos valeurs, en dénonçant la décadence de l'Occident, la décadence des valeurs familiales, la prolifération de l'homosexualité dans les civilisations occidentales, etc. Et donc c'est un combat d'une vision politique qui est une vision aux antipodes de la démocratie et de ce que nous représentons nous. Voilà pourquoi ce combat, il ne faut pas le perdre, il faut le gagner. Et ça va demander beaucoup de ténacité et beaucoup d'engagement de la part en particulier de l'Europe, avec une échéance terrible qui nous attend au mois de novembre prochain, c'est l'élection américaine. Si M. Trump était élu, ce qu'à Dieu ne plaise, c'est le lâchage de l'Ukraine et la victoire de Poutine. Et pour moi, la victoire de Poutine, c'est un échec majeur des valeurs républicaines et démocratiques que nous représentons. Voilà pourquoi je suis inquiet, voilà pourquoi je pense qu'il faut que nous restions mobilisés pour aider l'Ukraine, quoi qu'il nous en coûte. Merci. Autre question? Oui, monsieur, le micro arrive. J'ajoute juste une chose. Il y a une petite musique qui circule un peu en France et parfois véhiculée par des gens qui peuvent être assez proches de nous, selon laquelle nous serions responsables de ce qui s'est passé parce que nous aurions agressé Poutine. C'est l'OTAN qui aurait encerclé Poutine et qui aurait provoqué sa réaction de protection de l'indépendance russe. Je conteste totalement cette thèse. Ce n'est pas vrai. Nous avons tout fait pour associer Poutine à l'évolution post-URSS, après l'effondrement du régime soviétique. J'ai le souvenir d'une réunion de l'OTAN, d'un sommet de l'OTAN, c'était à Lisbonne, en novembre 2010. J'étais ministre de la Défense, donc j'y participais autour de la table, et je vois arriver bras dessus, bras dessous, Obama, Sarkozy et Medvedev, qui représentaient la Russie à l'époque. Et on avait proposé à la Russie de s'associer au fameux bouclier antimissile de l'OTAN. Puis il y a d'autres raisons qui vont dans le même sens. Chirac avait fait beaucoup d'efforts pour associer aussi la Russie au G20 et au G8. Voilà, donc il n'est pas vrai que nous soyons responsables de cette paranoïa qui s'est emparée de Poutine et qui fait qu'aujourd'hui, il se présente comme victime d'une agression de l'Occident. Il ne faut pas inverser les rôles. C'est lui qui a agressé l'Ukraine et pas l'inverse. Merci. Monsieur? Monsieur Juppé, bonsoir. Vous Je suis là. Pardon. Je suis en face de vous. Une petite question pour rester un petit peu en France. Que pensez-vous précisément du jeunisme qui fait son apparence en France au niveau des futurs élus, voire des élus actuels? Je me souviens que Nicolas Sarkozy avait été élu très jeune, Emmanuel Macron encore plus jeune, et aujourd'hui, de nouveaux ministres, premiers ministres, voire des opposants sont encore plus jeunes. Quel est votre regard sur ce changement de génération, si je puis dire? De m'entraîner sur le terrain de la politique politicienne qui m'est interdit. Je vois bien votre petite idée. Bon, il faut tout pour faire un monde. Bon. Nous avons besoin des gens qui ont de l'expérience, des anciens, on n'ose plus dire des vieux. Bon, moi, je me range dans la catégorie des vieux, des sages. C'est bien d'avoir des sages. Mais il faut aussi donner des responsabilités à des jeunes, à une condition, c'est qu'ils aient la capacité de le faire. Donc il ne s'agit pas de nommer des jeunes parce qu'ils sont jeunes. Il s'agit de nommer des jeunes parce qu'on considère qu'ils sont compétents, qu'ils sont actifs, qu'ils sont allants, qu'ils savent communiquer. Bref, je suis en train de faire un portrait robot de... Vous voyez qui? Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est audacieux, c'est un pari, parce que
la jeunesse c'est bien, l'expérience c'est aussi bien, hein, et en particulier en politique, il faut avoir franchi toutes les étapes. Il faut être confronté au suffrage universel plusieurs fois, avoir exercé des fonctions locales, savoir ce qui se passe réellement sur le terrain, avoir cette relation directe que j'évoquais tout à l'heure, qu'ont les élus locaux et qu'ont pas toujours les élus nationaux. Voilà, donc c'est un équilibre entre la jeunesse et l'expérience. Mais enfin, je n'irai pas au-delà de ce propos. En tout cas, j'ai rien contre les jeunes, au contraire. Et d'ailleurs, le président actuel du Conseil constitutionnel a été Premier ministre à 37 ans, je crois. Alors, oui, moi j'étais un vieux déjà, j'avais 41 ans. Oui, voilà, vous bon. Donc 40 ans, 95, j'avais 40 ans. Autre question? Oui, au premier rang, et ensuite, monsieur. Et monsieur là. Que des messieurs. Les dames n'ont pas de questions à poser pour le moment. Monsieur, on vous écoute. Si, merci, Monsieur le Premier ministre. Oui, j'ai lu avec attention votre livre, très chronologique, hein, donc, et notamment sur toute la première partie que vous avez évoquée tout à l'heure sur votre parcours scolaire, d'études. Vous racontez un peu plus loin que vous avez été avec vos petits-enfants, je crois, qui étaient à Bordeaux avec vous pour suivre une scolarité, si j'ai bien compris. J'avais deux questions en fait. La première question, c'est quel regard vous portez aujourd'hui sur l'école, le niveau scolaire, comment l'éducation nationale évolue depuis quelques décennies. Et puis de façon un peu plus anecdotique, une deuxième question, pour ceux comme moi qui suivent la politique depuis très très longtemps, et ne pas avoir très très bien vécu. Alors c'est peut-être qu'une anecdote, lorsque Jacques Chirac, indissociable avec vous, avait dit qu'il allait voter Hollande. Qu'il allait voter Hollande à l'élection présidentielle de 2002. Est-ce que vous avez eu l'occasion d'en parler? Est-ce que vous avez ri sous cap? Et est-ce que ça a pu éventuellement jouer sur le résultat de l'élection présidentielle? Est-ce que personnellement, je ne crois pas. Sur le dernier point, je serai bref. C'est une affaire entre Corésiens. Voilà. Je n'en dirai pas plus. Sur le premier point, qui est absolument capital, c'est une banalité que de le dire. Tout le monde le dit, mais il faut le répéter. Tout se joue à l'école, bien évidemment. Et c'est la mère des batailles, comme on dit. D'ailleurs, le premier livre que j'ai publié quand j'ai fait ma campagne pour la primaire en 2016 ou en 2015 s'appelait « Mes chemins pour l'école ». J'avais essayé de définir comment je voyais l'évolution de l'éducation nationale. Il y a un psychologue célèbre, Boris Cyrulnik, qui explique qu'à l'âge de 3 ans, tout est déjà joué d'une certaine manière. Il y a des enfants qui ont 300 mots et d'autres 3000. Parce qu'on parle ou on ne parle pas dans la famille. Ça se joue dans le milieu familial. Et c'est l'école qui doit rétablir l'égalité et redonner à chacun ses chances. Donc l'école est absolument essentielle, de même que pour moi la mission essentielle de l'école, c'est de former le cerveau de nos jeunes. Montaigne, une tête bien faite plutôt qu'une tête bien pleine. Former le jugement, le libre arbitre, essayer de les armer pour qu'ils puissent ne pas se laisser intoxiquer par tout ce qui circule sur les réseaux sociaux. C'est au moins aussi important que la transmission des connaissances. C'est cette acquisition du libre arbitre et de la raison, d'une certaine manière. Alors, est-ce que notre école est en perdition ? Bon, tout est en perdition en France, paraît-il, sauf que quand on va à l'extérieur et qu'on revient, on se rend compte qu'on n'est pas si mal que ça en France. Mais ça, c'est une réflexion plus générale. C'est vrai que notre école souffre. Juste une petite... 2 chiffres, si vous voulez. Le premier, je l'ai trouvé dans le dernier livre d'Édouard Philippe, qui est un livre très intéressant, où il consacre un chapitre entier à l'école. Je l'ai trouvé très bien parce que j'y ai retrouvé mes idées, donc je trouvais que c'était très bien. Il donne le pourcentage d'une classe d'âge qui accédait au baccalauréat au début du XXe siècle. Vous diriez quoi? 30%, 40%? Moins de 5%. Moins de 5%. Aujourd'hui, 90%. Alors, ce n'est pas le même bac, c'est vrai. Ça va de soi. Mais on a eu quand même une élévation du degré de formation des générations au fil des siècles, au fil des décennies, et donc une élévation du niveau de connaissances, même si un bachelier d'aujourd'hui ne sait pas tout ce que savait un bachelier du début du XXe siècle. Tout ça pour nuancer
l'image très catastrophique qu'on donne de notre école. Cela dit, elle a des problèmes. Aujourd'hui, dans les classements internationaux, bon, nous ne sommes pas très bien cotés. Et il y a les difficultés que l'on connaît, en particulier dans le recrutement des maîtres. Il faut donc redonner à l'éducation nationale les moyens et la ligne directrice qui lui permet de jouer pleinement son rôle. Je me bornerai à 2 idées, parce que je ne veux pas défendre aujourd'hui un programme politique. La première idée, c'est qu'il faut mettre davantage, comment dire, de liberté dans le fonctionnement de cet énorme mastodonte que constitue l'éducation nationale. Ça s'appelle une relative autonomie des établissements. Pourquoi est-ce que parfois, souvent, l'enseignement privé sous contrat a de meilleurs résultats que l'enseignement public? Peut-être parce que sa sociologie n'est pas la même, mais aussi parce que les communautés éducatives dans l'enseignement privé ont plus d'autonomie dans la conduite des établissements que ce n'est le cas dans l'établissement public. Donc allons vers un peu plus de liberté et d'autonomie pour mieux adapter les choses à la réalité du terrain. Et puis, deuxième priorité, c'est la formation des maîtres. Aujourd'hui, on a un problème majeur de ce point de vue-là. Il y a eu une réforme il y a quelques années, Bac+4, formation à l'université, dont je ne suis pas sûr qu'elle ait donné de bons résultats. Il faut donc revaloriser le métier d'enseignant et le revaloriser de 2 manières. Matériellement, aujourd'hui, quand vous regardez le salaire d'un professeur du secondaire en France et que vous le comparez au salaire d'un professeur du secondaire en Allemagne, c'est du simple au double, pratiquement. Donc il faut revaloriser la condition matérielle, revaloriser aussi leur place dans la société et le respect qu'on leur porte et la place qu'ils occupent. Je vois quand j'étais lycéen à Mont-de-Marsan, un prof de lycée, c'était quelqu'un dans une petite ville. Je ne suis pas sûr que ce soit toujours le cas aujourd'hui. Donc il faut aussi redonner toute sa légitimité à cette fonction enseignante et donc ça sera de longue haleine parce qu'on ne change pas ça en une promotion. Il faudra le changer sur plusieurs années et plusieurs décennies. Voilà quelques idées, il y en aurait beaucoup d'autres, mais en tout cas, je crois que ça doit être une priorité absolue parce que c'est là que se jouent beaucoup de choses à l'école. Il faut aussi, bien sûr, soutenir les maîtres dans leur combat pour le respect des valeurs républicaines et en particulier de la laïcité. Il n'est pas acceptable qu'un professeur d'histoire ne puisse pas, dans certains établissements, dire ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, et notamment le nazisme et la Shoah, sans être immédiatement critiqué et parfois agressé par une partie de ses élèves et de ses enseignants. La laïcité est un principe fondamental de la République. Il doit être respecté par tout le monde, quelles que soient les options religieuses des uns et des autres. Vous voyez que la politique vous intéresse toujours. Vous vous enflammez, vous vous enthousiasmez, mais c'est formidable. On ne se change pas. J'y ai consacré 40 ans de ma vie, donc voilà, je n'ai pas oublié. Vous êtes comme le vin de Bordeaux, vous vous bonifiez en avançant en âge. Monsieur, s'il vous plaît. Ce n'est pas une question, mais un témoignage. Vous étiez le ministre des Affaires étrangères quand je suis arrivé au terme de ma carrière diplomatique. Et j'aurais volontiers continué. Vous nous donniez l'impression d'être utile. Merci, monsieur. Et c'est vrai que c'est un des... Pardon. Oui, non, dans votre livre, vous racontez votre arrivée au ministère des Affaires étrangères, et là, ça vous plaisait beaucoup. C'est un des postes ministériels. J'étais au budget, j'étais à la défense, j'étais très brièvement le moins durable des ministres de l'environnement durable, et puis j'ai été Premier ministre aussi. C'est sans doute au Quai d'Orsay que je me suis parfois le plus épanoui. Pourquoi ? Parce que d'abord, j'ai eu beaucoup de respect pour nos diplomates, qui ont un métier extrêmement exigeant et qui les pousse vers le haut. Un diplomate à l'étranger, et même en France aussi, il parle au nom de la France. Il est la France dans un poste diplomatique. Et ça lui donne donc une sorte de stature ou d'exigence morale et politique qui fait que c'est un métier tout à fait, pas comme les autres, et tout à fait passionnant. Et puis ensuite, j'ai été confronté à des crises ou à des drames très, très terribles dans cette fonction, la guerre en ex-Yougoslavie, ce qui s'est passé au Rwanda et qui me suscite encore chez moi une hypersensibilité parce que je n'accepte pas qu'on puisse dire que la France a été
complice de la préparation ou de l'exécution du génocide rwandais. Je pense que c'est une contre-vérité historique. Voilà, donc c'est un poste tout à fait passionnant. Et j'ai essayé, quand je suis arrivé, c'est vrai, au Quai d'Orsay, d'engager une réforme du Quai d'Orsay pour rendre à cette administration toute sa place et toute sa respectabilité dans l'administration de la République. Et c'est pour ça que j'ai gardé avec nos diplomates un lien un peu affectif, et qui s'est perpétué au fil des ans, d'autant que je suis revenu ensuite au Quai d'Orsay en 2011-2012. Une autre question, madame. Une femme, enfin. Bon, ben, on vous entend d'ici, madame. Allez-y. Non, je pense que ça va Ouais, fonctionner. ça y est. Bonsoir. Oui, donc je rebondis sur votre expérience d'ancien ministre des Affaires étrangères. Vous avez évoqué tout à l'heure, dans le conflit russo-ukrainien, le danger de Donald Trump qui pourrait être réélu à la fin de l'année. J'aimerais bien avoir votre vision des autres dangers ou peut-être bonnes choses qui pourraient se dérouler après le retour de ce monsieur. Politique fiction sur le retour de Donald Trump. Est-ce que c'est une fiction, malheureusement? Peut-être pas, oui. Je dis souvent que je refuse de participer au pessimisme ambiant, cette espèce de catastrophisme dont on entend les échos en permanence sur les médias. Parfois, il faut faire preuve de beaucoup de volonté pour tenir un discours optimiste, parce que l'état du monde est quand même extraordinairement préoccupant. Et nous avons assisté à un basculement depuis 20 ou 30 ans, moi, qui me stupéfie. 1989, novembre 89, j'étais à Berlin, devant le mur. Le mur s'effondre, l'Union soviétique se disloque. Un auteur américain a écrit un livre qui s'appelle « La fin de l'histoire ». C'est la victoire définitive de la démocratie libérale et de l'économie de marché. Bon, Alain Minck a écrit un livre qui s'appelle « La mondialisation heureuse », etc., etc. 30 ans après, M. Poutine décrète la mort du libéralisme en tant qu'idéologie. Le multilatéralisme est en panne et les guerres sont à nos portes, au cœur de l'Europe. Et maintenant au Proche-Orient. Donc nous sommes dans un monde extraordinairement difficile et dangereux. Pourquoi ? On peut se dire que c'est une fatalité historique et que la guerre a toujours été un des ressorts de l'âme humaine, hélas. On peut se dire aussi que voilà, la physionomie du monde a changé et que l'Occident n'est plus à la place qu'il a occupée pendant très longtemps. Nous ne sommes plus le centre du monde. Il faut accepter que la puissance soit partagée par d'autres pôles de puissance. Comment s'en sortir ? Il faut qu'il y ait des puissances de paix qui puissent porter le message de la paix par rapport aux puissances de guerre. Et c'est pour ça que, sans sortir de ma neutralité politique, je veux ici faire un acte de foi pour l'Europe. Je crois qu'un de nos grands enjeux, qui se jouera l'année prochaine d'ailleurs aux élections européennes, est de savoir si nous sommes capables de faire de l'Union européenne une puissance capable d'exister sur la scène mondiale, avec sa propre autonomie stratégique, sa propre capacité de défense, et capable de porter un message de paix entre des vecteurs de guerre, qu'ils soient à l'ouest ou à l'est. C'est ça l'enjeu de la construction européenne. Et c'est pour ça que j'ai pas eu l'occasion de le dire, parce que maintenant j'ai plus de compte Twitter et puis je suis plus sur les réseaux sociaux. J'avais beaucoup d'estime pour Jacques Delors. Il avait inventé cette formule qui est un peu un oxymore de la fédération d'États-nations. En général, c'est incompatible. Mais c'était bien l'idée qu'il avait respecté l'identité de nos nations, mais en même temps construire quelque chose ensemble. Et c'est ça qui est notre défi. On n'a pas si mal réussi jusqu'à présent. D'ailleurs, vous le voyez, même les mouvements les plus anti-européens ne veulent plus sortir de l'euro. Ni Mme Mélanie, ni Mme Le Pen. On ne sort plus de l'euro parce qu'on se rend compte que l'euro nous protège. Et donc, il faut aller un coup plus loin dans la construction d'une Europe puissance, sans avoir peur de perdre notre homme. Ça fait 50 ans qu'on fait de l'Europe. Les Allemands sont moins allemands.
Les Italiens sont moins Italiens, les Français sont moins Français, les Espagnols sont moins Espagnols. Nous pouvons garder notre identité nationale, à laquelle je suis attaché, parce que si j'ai écrit une histoire française, c'est parce que j'aime la France, d'abord et avant tout, mais en même temps, nous pouvons faire preuve de solidarité et construire quelque chose qui soit une puissance de paix sur la scène mondiale. Et les Landais ne sont pas moins Landais. Oui, bah, ils ne sont pas Marseillais, c'est vrai. Et voilà. On me l'a reproché. Oui, je vous en prie. Bonsoir. J'ai une petite question parisienne à vous poser. Je suis habitant du 18e arrondissement, militante à une certaine époque. Et je voulais savoir, comme vous le savez, depuis 2001, nous avons Paris qui a basculé à gauche. Nous sommes en 2023. Pensez-vous que nos instances mettront tous les moyens possibles pour avoir des investitures en capacité de changer dans 3 ans? C'est pas si loin que ça. Est-ce que tout sera fait pour enfin retrouver Paris comme du temps de Chirac? Joker. Je ne fais plus d'investiture. J'ai été longtemps chef de parti au RPR et à l'UMP, donc aujourd'hui, je suis sage, comme je vous l'ai dit. Je ne vais pas porter de jugement sur ce qui se passe à Paris. J'ai ma conviction personnelle, bien sûr. Mais la réponse est dans votre livre, voilà. Page 135. Vous dites « Hors de l'union des forces de la droite et du centre, il n'y a pas de victoire électorale possible ». Ça, c'est une considération oui, mais bon, plus générale qui déborde du cas parisien, c'est vrai. Bon, c'était tout le sens de mon engagement politique, et je pense que l'UMP, c'était ça. C'était réunir la droite, le centre, pour constituer une force politique. Mais là, ça y est, je commence à déraper. Là. Je commence à refaire de la politique politicienne. Mais en tout cas, vous racontez votre expérience parisienne, et lorsque vous arrivez et que vous vous occupez du budget de Paris, vous avez la surprise de vous apercevoir que c'est une ville extrêmement riche. À l'époque. À l'époque, c'est ça. À l'époque. À la fin des années 70. Elle avait été gérée par des préfets. Chirac a été le premier maire de l'histoire contemporaine, élu en 1977, si je me souviens bien. Donc c'était son premier mandat, et il a hérité d'une ville qui était en bonne santé financière, avec une manne en particulier qui était les droits de mutation à titre onéreux, c'est-à-dire les impôts sur les transactions immobilières. Ce qu'on appelle improprement d'ailleurs les frais de notaire. Vous savez, quand vous achetez un truc, on vous dit il faut rajouter les frais de notaire. Les frais de notaire, c'est des impôts. Hein. Ce n'est pas les notaires qui les encaissent, c'est l'État ou les collectivités territoriales. C'est les droits de mutation à titre onéreux. Et Bordeaux et Paris, de ce point de vue-là, avait une manne considérable. Donc c'était une ville qui avait des moyens d'action. Et Jacques Chirac a transformé la ville. Il avait d'ailleurs un objectif qui me convenait parfaitement, puisque j'étais élu de l'Est parisien. Il voulait faire en sorte que les conditions de vie dans l'Est de Paris soient aussi agréables que dans l'Ouest de Paris. Oui. C'était sa dimension aussi sociale. Bien sûr. Il y a beaucoup travaillé. Alors, une ou deux questions encore, en respectant le devoir de réserve de M. Juppé. Hein, on ne va pas le faire gronder par... oui. Bonsoir, monsieur. Vous qui aimez agir, vous ne pourriez pas faire quelque chose pour qu'à l'Assemblée nationale, ils aient un autre comportement? Quand on a eu des élèves, on a bien du mal à leur apprendre le respect et la discipline. Mais alors là, à l'Assemblée, c'est la catastrophe. Si vous pouvez faire quelque chose, je serais enchantée. Merci. Ouais, madame, pour une fois, je vais vous faire un aveu d'impuissance, je n'y peux rien faire. Le Conseil constitutionnel peut examiner la conformité des lois à la Constitution. Il ne peut pas se prononcer sur la décence de certains parlementaires dans les débats à l'Assemblée nationale. Mais comme je l'écris quelque part dans mon livre, je ne peux rien en dire, je n'en pense pas moins. Exactement. Ah oui, ça c'est une phrase qui revient régulièrement, notamment quand vous parlez du non-cumul des mandats. Enfin bon, bref, de temps en temps, on voit votre pensée, une pensée que vous n'exprimez pas. Vous la faites sentir. Monsieur. Bonsoir, monsieur le Premier ministre. Bonsoir.
Bonsoir. Je voudrais vous poser une question concernant la dette de la France. Tout à l'heure, vous avez évoqué, à mon avis, à fort juste titre, ce qu'il faudrait faire pour l'école, vous avez mentionné l'hôpital, on pourrait mentionner d'autres gens qui, pendant le Covid, ont été applaudis, tels que les pompiers professionnels ou la police ou tous les gens qui nous protègent. Et quand on voit l'état de la dette en France, on se dit, faire quelque chose, bien sûr, mais comment? Et on a l'impression que quand on dit faire quelque chose, ça sera toujours un vœu pieux parce qu'il y a ce mais comment. Et cette dette, un jour, il faudra bien qu'on s'en désengage ou qu'on trouve les moyens de l'alléger. Merci. Écoutez, la question ne se pose pas, mais si je faisais encore de la politique, je ne serais pas candidat à Bercy par les temps qui courent. Parce que nous avons effectivement un défi considérable à relever. Je ne vous fais pas l'histoire. Hein. Il y a une époque où la dette française représentait 50 ou 60% de notre PIB. Aujourd'hui, elle est à 115 ou 120. Je ne sais plus exactement, 117 ou 118. Donc elle a complètement explosé. Pour l'instant, ça ne nous pose pas de problème majeur parce qu'on nous fait confiance encore. Quand je dis on, les prêteurs. Parce qu'il faut bien voir que notre dette se renouvelle en permanence. Tous les ans, la France emprunte pour rembourser les emprunts précédents et pour financer les déficits nouveaux. Donc nous empruntons très régulièrement. Il faut donc trouver des prêteurs. Pour l'instant, nous en trouvons. Et nous en trouvons à des taux qui ne sont pas très différents de ceux des pays les plus sains, comme l'Allemagne ou les pays du nord de l'Europe. Donc c'est la raison pour laquelle on a l'impression qu'on a encore du temps. Mais on n'a plus beaucoup de temps. Parce qu'il y a un moment où le poids de la dette risque de devenir tout à fait insupportable. D'ores et déjà, ce qu'on appelle le service de la dette, c'est-à-dire le paiement des intérêts sur la dette française, constitue le premier budget de la France, le premier budget annuel. Il y a une ligne, enfin, il y a un programme qui s'appelle service de la dette, et on y met plus d'argent que pour l'éducation nationale, qui n'est plus que le deuxième budget national. Donc vous voyez que déjà le problème est là, et que cette dette risque de devenir tout à fait insupportable. Pour l'instant, les fameuses agences de notation n'ont pas dégradé la note de la France, mais enfin, on est à la limite. Comment faire? D'où vient la dette? Pourquoi est-ce qu'on est endetté? Il faut quand même avoir le courage de se poser la question. La dette, elle tient exclusivement à l'importance des déficits. Pourquoi est-ce qu'on emprunte? C'est pour payer des déficits, c'est-à-dire l'excès de nos dépenses sur nos recettes. On dépense plus qu'on ne perçoit. Et donc c'est le déficit, et donc pour payer le déficit, il faut emprunter. Et donc la seule façon de maîtriser la dette, pas de la mépriser, mais de la maîtriser, c'est de maîtriser les déficits. Et alors comment on fait? Comment on fait pour maîtriser les déficits? Il n'y a que deux éléments qui permettent d'agir sur les déficits. Ou bien on augmente les impôts pour avoir davantage de recettes, ou bien on baisse les dépenses pour faire des économies. Augmenter les impôts, on est au taquet. On est les recordman du monde du prélèvement obligatoire. Donc, sauf à tuer la bête, sauf à tuer nos entreprises ou nos ménages, on n'a plus beaucoup de marge de manœuvre en matière de fiscalité. Il faut donc maîtriser la dépense. Et c'est là que je ne suis pas candidat à Bercy. Parce que qu'est-ce qu'on entend périodiquement dans le débat public? Des occasions de dépenses supplémentaires. Il faut davantage de professeurs, il faut davantage de magistrats, il faut davantage d'infirmières, il faut davantage de policiers, et ainsi de suite. C'est pas faux, mais il va bien falloir, si on veut se donner les moyens de faire mieux fonctionner le service public, faire des économies ailleurs. Alors fort heureusement, je suis au Conseil constitutionnel et pas à Bercy, donc je vous dis ce qu'il faut faire, mais je ne vous dis pas comment on fait. Merci. Je crois qu'il y a une autre question. Oui, monsieur et madame. Monsieur et madame, et après on arrêtera là, je pense. Oui. Rebonsoir. Oui, j'avais une question. Vous avez parlé du numérique et je voulais savoir votre avis. J'ai jamais trouvé les politiques en tout cas qui s'étaient engagés
vis-à-vis du numérique et des adolescents, et du risque du numérique vis-à-vis des adolescents. Voilà, je voulais savoir. Je n'ai pas très bien compris votre question, parce que ça résonne. Oui, excusez-moi. Le risque du numérique sur les adolescents. Et en particulier des réseaux sociaux. Qu'est-ce que et l'on pense ? Comment le politique pourrait nous aider, je pense, davantage sur ce point-là. Sur la fragilité des adolescents. Écoutez, face le développement des technologies numériques, comme je l'ai dit tout à l'heure, est totalement ambivalent. C'est formidable. Ça nous apporte des progrès tout à fait extraordinaires. Je parlais tout à l'heure de mes recherches quand j'écrivais mon livre. Ouais. Ça me rappelait quand j'étais étudiant, on allait dans les bibliothèques et on avait des fichiers avec des fiches cartonnées. On faisait des recherches sur les fiches cartonnées. Aujourd'hui, vous allez sur Google ou sur un autre moteur de recherche, vous tapez n'importe quoi et vous avez immédiatement la réponse. Et puis maintenant, avec ChatGPT, vous pouvez même le faire verbalement. Donc c'est formidable. Il n'est pas question de partir en guerre contre les réseaux sociaux. Mais en même temps, c'est un poison redoutable, où on véhicule toutes sortes de mensonges sans pouvoir les vérifier, où on véhicule des thèses aussi complotistes qui sont complètement folles, où certains pays utilisent ces réseaux sociaux à des fins politiques. Je ne veux pas raconter l'histoire, mais j'ai le témoignage d'une personnalité que je ne citerai pas, mais qui est dans les systèmes de renseignement français, qui me dit que la campagne contre les puces de lit a été initiée par des réseaux russes, qui intoxiquent les démocraties occidentales en influant sur les élections aux États-Unis, en France ou ailleurs. Donc il faut absolument reprendre la main sur ces réseaux sociaux et donc mettre des règles. Je vous ai dit que j'étais libéral, mais le libéralisme, ce n'est pas la loi de la jungle. Le libéralisme, c'est la liberté avec des limites et avec des garde-fous et avec des règles qui permettent d'encadrer la liberté. Et là, je soutiens que sur les réseaux sociaux, il n'y a pas moyen d'encadrer les choses au niveau national. Il faut le faire au niveau européen. Et c'est ce qui est en train de se passer. Vous avez vu qu'il y a déjà une réglementation européenne qui s'appelle le Règlement général de protection des données personnelles, la RGPD, qui permet de protéger vos données. Il y a d'autres initiatives de l'Europe à l'heure actuelle, d'autres lois en préparation pour réguler les plateformes et leur imposer en particulier de déprogrammer, je ne sais plus comment on dit exactement, les messages mensongers ou les fausses nouvelles, etc. Et donc il faut aller dans cette direction, non pas partir en guerre contre les technologies numériques, mais leur imposer un certain nombre de réglementations pour que ce soit, comme je l'ai dit, l'intelligence humaine qui prévale finalement sur l'intelligence artificielle. C'est un défi considérable, mais il faut le relever. Une dernière question, madame. Bonsoir. Pensez-vous qu'il existe une issue au conflit israélo-palestinien qui quand même pourrit la vie de l'ensemble des pays depuis 50 ans ? Oui, là aussi, vous me posez une question sur un sujet extraordinairement sensible et passionnel, donc je ne veux pas entrer dans le débat politique. Je dirais simplement deux choses. Premièrement, l'agression dont Israël, les kibboutz le long de la zone de Gaza, etc., a été l'objet, est insupportable, inacceptable, d'une cruauté, d'une sauvagerie qui m'amène à dire qu'il était tout à fait normal qu'Israël réagisse. Donc je crois qu'il faut partir de là d'abord. Qui a été l'agresseur ? À partir de là, comment peut-on juger la réaction d'Israël et du gouvernement israélien ? Ne faisons pas d'amalgame entre le peuple israélien et le gouvernement israélien. Sans sortir de mon devoir de réserve, là encore, je me bornerai à dire qu'elle a été excessive. Et qu'aujourd'hui, on assiste à Gaza à des scènes qui sont également intolérables. Je lisais tout à l'heure un témoignage sur mon téléphone d'un médecin qui s'est occupé d'un bébé qui avait perdu une jambe et un bras en l'opérant par terre, au sol. Donc voilà. Une agression insupportable, une réaction disproportionnée. Et il faut absolument qu'on pense aujourd'hui, au jour d'après. Qu'est-ce qui va se passer après la réaction d'Israël contre le Hamas ? Quel retour à la paix ?
On ne peut pas s'engager dans un processus de guerre indéfini. Il faudra bien revenir à la paix. Quelle est la solution? Alors tout le monde dit des deux États. Bon. Il faut bien voir aujourd'hui que c'est compliqué puisqu'aucun des protagonistes n'en veut. Et donc il va falloir que là aussi, la communauté internationale fasse des pressions suffisantes sur les partis pour qu'on arrive à se remettre autour de la table et aller vers une solution de paix qui permette au peuple israélien, qui est sur sa terre, mais au peuple palestinien, qui est aussi sur sa terre, d'y vivre, sinon en bonne intelligence, du moins dans la sécurité et dans la paix mutuelle. Vous voyez la difficulté de l'enjeu. On a failli y arriver. Yitzhak Rabin, je me souviens, j'étais ministre des Affaires étrangères en 1993, il était à Paris, il entre dans mon bureau en coup de vent, il était Premier ministre à l'époque, il me dit « jamais d'accord avec Arafat ». Et pendant ce temps-là, ces négociateurs étaient à Oslo et signaient l'accord d'Oslo qui était un premier pas vers la paix entre Israéliens et Palestiniens et la reconnaissance mutuelle de deux États. Malheureusement, cette ligne politique a été abandonnée. Il faudra bien d'une manière ou d'une autre y revenir. Voilà, vous me faites parler de beaucoup de choses, y compris d'actualité immédiate. Mais enfin, voilà, ce sont des sujets qui nous intéressent tous et qui conditionnent tous notre existence de demain. Mais je voudrais terminer par un message quand même que je continue à apporter de plus en plus dans la difficulté, avec un mot qui est le mot espérance. C'est les vœux. On est en janvier, donc tout le monde échange des vœux et des vœux d'espérance. Et je cite toujours un auteur que j'aime beaucoup, qui est Charles Péguy, qui a écrit un magnifique poème dans lequel il fait parler Dieu. Dieu parle. Et Dieu regarde les humains. Et Dieu dit, bon, la foi, on l'a ou on l'a pas, ça peut se comprendre. On a la grâce ou on l'a pas. La charité, c'est peut-être voilà, une pulsion naturelle chez les humains, la fraternité. Mais l'espérance, cette petite fille là sur le chemin, l'espérance, ces pauvres êtres humains sur lesquels tombent tant de catastrophes quotidiennement, qu'ils puissent encore cultiver l'espérance, ça, Dieu dit, ça me bluffe. Enfin, Peggy ne dit pas ça comme ça. Mais ça m'étonne. Ça m'étonne. Ben voilà, ce que je vous propose, c'est qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, nous continuions à étonner Dieu en cultivant l'espérance. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, dans son livre, Alain Juppé écrit ceci: « J'aime me faire applaudir et je me flatte de l'avoir été souvent, sans délire, mais avec chaleur. » Voilà, merci beaucoup. Mais attendez, avant de retrouver Alain Juppé qui va aussi signer ses livres, nous n'en avons pas tout à fait terminé. Est-ce que vous avez révisé le quiz? Oh, je sens que non. C'est-à-dire qu'il y a 9 questions, mais oui, vous avez révisé. Alors, attendez, regardez. Je vais peut-être improviser, je ne sais pas. Ah oui, Première question. Pourquoi écrivez-vous des livres alors qu'il est si agréable de ne rien faire? Moi, au risque de vous surprendre, je vous dirais que je suis d'un tempérament plutôt paresseux. Donc j'aime bien ne rien faire. Mais la méditation m'ennuie aussi. Donc très vite, j'ai envie de reprendre l'action. Et pour moi, écrire, c'est agir. Deuxième question, de quoi avez-vous besoin pour écrire? De temps, parce que je suis comme un vieux diesel, il faut que je me chauffe avant de commencer à écrire. Et puis du silence. Ça, c'est quelque chose que j'apprécie de plus en plus avec l'âge, le silence. Le plus agréable, commencer ou terminer un livre? Oh, terminer, se relire et se rassurer en se relisant. Votre femme vous relit parce qu'elle est journaliste, donc elle connaît l'écrit, donc elle est très sévère avec vous? Impitoyable. Elle vous passe rien. Mais de bons conseils. Bon.
Si vous n'étiez pas écrivain, parce que maintenant, il y a eu le dictionnaire amoureux de Bordeaux, 2 livres là, vous êtes écrivain maintenant. Non, je ne crois pas que je sois écrivain. J'aime écrire, mais je ne prétends pas être écrivain. Mais si je n'étais pas écrivain, alors c'est ça la question. Que feriez-vous? Là, j'ai l'embarras du choix, parce que j'ai hésité, je vous ai dit, j'ai failli être archéologue. Une de mes fascinations, c'est l'astrophysique. L'univers. C'est prodigieux. Des milliards de galaxies, ça me fascine totalement. Ou bien alors dans un registre tout à fait différent, j'aurais aimé être pianiste. Il n'est pas trop tard. Si. Ah oui, l'arthrose, c'est ça. Merci. Alors, autre question. Le premier livre qui vous ait plu lorsque vous étiez enfant? Voilà. C'était il y a si longtemps. Peut-être Alexandre Dumas, bien sûr, Monte Cristo. Oui. Le livre qui vous a donné envie d'écrire? Les lettres persanes de Montesquieu. J'ai écrit un petit livre sur Montesquieu il y a quelques années. C'est une belle langue, magnifique, la langue classique dans toute sa splendeur, avec l'art de la concision. Je cite parfois cette phrase de Montesquieu qui me paraît délicieuse. Tous les maris sont laids. Et puis c'est presque un compatriote. C'est presque un compatriote, Montesquieu. C'est un gars du Sud-Ouest, comme on dit. Le livre qui vous décourage d'écrire? Peut-être La recherche des temps perdus. Comment peut-on faire des phrases aussi longues? Avant-dernière question, quel est votre personnage de roman préféré? Oh, un héros stendhalien, bien sûr. Peut-être Julien Sorel ou peut-être Fabrice Del Dongo dans La Chartreuse de Parme. Plus romantique. Et enfin, dernière question, quel livre offririez-vous à un enfant? Ça dépend de l'âge. Avant 10 ans, peut-être Tintin. Je suis membre des Pélicans Noirs. C'est une confrérie bordelaise de tintinophiles. Voilà. Et puis un peu plus tard, après 10 ans ou 12 ans, peut-être un chef-d'œuvre de la littérature française, Les Fables de La Fontaine. Très bien, vous allez vous retrouver dans Les Fables de La Fontaine avec le livre de Patrice Duhamel, puisqu'il engage chacun des chapitres où il raconte les rapports entre le président de la République et le Premier ministre par une fable de La Fontaine. Et votre chapitre avec Jacques Chirac s'intitule « Les 2 amis ». C'est un bon choix. Oui, c'est un très bon choix. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci, mesdames et messieurs. Vous allez donc retrouver Alain Juppé qui va vous signer ses livres. Et nous nous retrouvons la semaine prochaine, jeudi, avec Philippe Labro pour ses écrits américains, et ensuite le 5 février avec Jean-Marie Roire qui nous racontera une maîtresse italienne de Napoléon. Merci, bonne soirée et à bientôt.